donc pour ce nouvel épisode de Décliner des idées. Aujourd'hui, avec Joshua Lavallée ici présent et moi-même Anthony Halimi, nous allons vous présenter l'étude de Audrey Long et de Ron Donaldson et Tak Fung en 2004 qui a été publiée dans Spine. Does it matter which exercise? Randomized controlled trial of exercise for low back pain. Yes, mon accent est parfait. On a choisi cette étude parce qu'elle est souvent utilisée dans les présentations de la méthode McKenzie et même dans les formations, c'est comme une étude charnière. Donc moi-même, j'ai été formé à la méthode McKenzie Partia en 2018 et puis Joshua... Moi, j'ai été certifié en MDT en 2019. Ça fait plus d'un an et demi. Okay. Dans cette étude, 312 sujets lombalgiques avec des douleurs pouvant irradier dans la jambe ou non ont été inclus avec moins de 2 signes neurologiques. Ils avaient entre 18 et 65 ans et après, ils ont été classifiés avec une préférence directionnelle ou sans préférence directionnelle. On explique juste après ce que c'est. Et 230 patients ont été retenus. C'était ceux qui avaient une préférence directionnelle. Donc les autres, on les a écartés. Alors, la préférence directionnelle elle a été définie dans cette étude comme l'amélioration rapide et durable de la douleur suite à des mouvements répétés dans une direction donnée. Donc la flexion, l'extension ou latéralement avec des translations ou des rotations. Et ça, c'est la définition usuelle qui est utilisée, qui est encore en vigueur aujourd'hui. Donc, la préférence directionnelle a été évaluée par 12 praticiens qui avaient 3 à 18 ans d'expérience pratique et qui ont été certifiés au diplômé McKenzie depuis 1 à 8 ans. Or, on sait qu'il existe une bonne reproductibilité inter-examinateur pour la classification des grands syndromes et de la préférence directionnelle pour ces niveaux-là de formation. Donc, ce qui est un prérequis nécessaire pour cette étude. C'est un super design d'étude. Hein. Franchement, on a besoin d'études comme ça pour essayer d'évaluer si les classifications elles sont pertinentes, si elles nous aident vraiment à bien traiter nos patients. Et en plus, c'est chouette parce qu'ils ont vraiment évalué les attentes des patients. C'est un truc qui n'est pas souvent fait. C'est peut-être dommage, par contre, qu'ils ne l'ont pas fait après avoir alloué le traitement aux patients. C'est-à-dire que demander aux patients est-ce que vous pensez que le traitement peut vous améliorer avant de leur donner leur traitement, c'est peut-être pas aussi bien qu'après. Un autre point sur l'analyse critique de l'étude, c'est quand même en tout cas sur la méthode, c'est que la séquence d'allocation, d'accord, c'est-à-dire comment ils ont décidé dans quel groupe les patients allaient être, est-ce qu'il y avait 1, ou alors est-ce qu'ils ont alloué les patients d'une manière différente, n'a pas été définie. On sait juste qu'il y a des enveloppes qui ont été utilisées, donc ils ont dessiné le groupe du patient sur une carte. Ils ont mis dans une enveloppe, mais on ne sait pas du tout comment ils ont fait. Et on ne sait même pas comment ils ont fait pour cacher dans quel groupe les patients étaient alloués. Donc ça, c'est un des premiers trucs qu'on évalue quand on fait, par exemple, un Cochrane Risk of Bias Tool. Alors, les patients, ils ont été randomisés du coup dans 3 groupes. Donc, un premier groupe qui recevra comme traitement des mouvements répétés de fin d'amplitude dans la direction préférentielle du mouvement. Un autre groupe qui fera des mouvements répétés de fin d'amplitude dans la direction opposée à la préférence directionnelle. Donc, autrement dit, si on identifie chez un patient une préférence directionnelle en extension, il recevra un traitement en flexion. Ce qui n'est pas précisé à ce stade, c'est si la progression des forces telle qu'elle est décrite dans le système McKenzie a été suivie dans ces 2 groupes, et si oui, comment, et sinon, quel degré de force a été choisi par défaut. Et le 3e groupe a reçu des exercices non directionnels, ce qu'ils appellent evidence-based care, donc des soins en fait basés sur la recommandation, qui étaient des exercices multidirectionnels d'amplitude moyenne, avec aussi des étirements des muscles des cuisses et de la hanche. Okay. Les groupes direction opposée et pas de direction, là, le evidence-based care, ils ont été éduqués conformément aux recommandations de l'époque de rester actifs, et avec des conseils, mais on ne sait pas lesquels, pour limiter la peur évitement. Par contre, le groupe préférence directionnelle, on leur a en plus explicitement demandé d'éviter les mouvements et les positions qui augmentaient en irradiant les symptômes. Alors, on peut se demander pourquoi ça n'a pas été demandé aux autres groupes aussi. Peut-être qu'ils estimaient qu'avec les instructions, les personnes risquaient de faire des mouvements dans le sens de leur préférence directionnelle en plus de leur traitement. Bref, on ne sait pas. En tout cas, les participants devaient consulter au moins 3 fois sur les 15 jours et au maximum 6 fois sur les 15 jours. Ça a été imposé. Et ils avaient reçu une feuille de suivi pour évaluer la compliance au traitement, notamment pour les exercices à domicile qui leur ont été prescrits, pour évaluer du coup le nombre de sessions d'exercices qui ont été réalisées par jour, avec un score, avec 0 mauvaise compliance et 5 excellente compliance. Et donc là, à ce stade, si l'amélioration qu'on observe est proportionnelle à l'assiduité, ben dans ce cas, on ne pourra pas savoir
on ne pourra pas la dissocier d'autres effets, comme des effets d'attente positive ou des effets de récompense pour ceux qui auront été le plus assidus. De plus, il n'y a pas d'indication quant au nombre de répétitions ou au nombre de séries qui ont été prescrites par session, ni concernant le niveau de force que le patient devait réaliser. Est-ce qu'il y avait une surpression du patient ou pas, par exemple? Concernant les critères de jugement, les outcomes qui ont été investigués dans l'étude, ils ont été mesurés au départ de l'étude et puis ils ont été mesurés ensuite à 2 semaines après la fin du protocole. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de suivi finalement, parce qu'on ne sait pas si les bénéfices cliniques seront maintenus à plus long terme. Voilà, en sachant qu'en plus, le traitement a un syndrome de dérangement, c'est-à-dire qu'il y a une préférence directionnelle, qui en principe 4 phases, c'est-à-dire réduction, maintien, retour à la fonction, prévention des récidives. Donc là franchement, des objectifs, c'est plus un effet à long terme. Et du coup, s'il y a un suivi à court terme, comme ça, ça ne concorde pas vraiment avec la pratique de ce qu'on cherche à savoir pour le traitement du dérangement. Dans les outcomes primaires, ce qui est rigolo, c'est qu'il y en avait plusieurs. Il y avait l'intensité de la douleur évaluée en EVA, la fonction et la prise qui était évaluée avec l'échelle de Rowan-Morris, et la prise de médicaments, c'est-à-dire le nombre quotidien de pilules de comprimés que les gens prenaient. C'est bête parce que du coup, plusieurs outcomes primaires, ça augmente le risque de faire une erreur de 5% là. Enfin, heureusement, on en parlera dans les résultats, mais ils vont tous dans le même sens. Donc il y avait aussi des critères de jugement secondaires, comme le degré de récupération évalué par le Québec Task Force Severity Rating. Il y avait aussi la dépression qui a été évaluée avec le Beck Depression Inventory et l'interférence avec le travail, qui a été estimé de 0 à 5 simplement. Alors les résultats de cet essai randomisé ont été analysés avec une méthode qu'on appelle en intention de traiter. Donc l'intention de traiter, c'est une analyse qui consiste à évaluer les résultats des patients dans leur groupe de randomisation initiale, quel que soit le traitement qu'ils aient réellement reçu et quelle que soit leur évolution par rapport à l'étude. Donc ça donnera un meilleur reflet de l'efficacité du traitement dans la réalité quotidienne. Par exemple, si un traitement reçoit une moins bonne compliance, une moins bonne observance de la part du patient, ou si un patient choisit de changer de traitement, donc de changer de groupe, ce qu'on appelle un crossover, au cours de l'étude. Donc, si un patient change de groupe de traitement au cours de l'étude, il sera comptabilisé dans son groupe initial et non pas dans le groupe du traitement qu'il aura reçu au final. Il s'agit d'une méthode qui est utilisée pour limiter un biais qu'on appelle le biais d'attrition. Donc, dans les 230 sujets présentant une préférence directionnelle, il y a 83% qui est en extension, 7% en flexion, 10% en latéral, là. Donc, ce qui est important, c'est que tous les groupes se sont améliorés dans tous les critères de jugement à 2 semaines. Par contre, l'amélioration était statistique. Il y a quand même eu dans cette étude des gens qui sont sortis de l'étude finalement. Il y a à peu près un tiers des groupes direction opposée à la préférence directionnelle et le groupe pas de direction, enfin le groupe plutôt multidirectionnel, pardon. Un tiers des participants de ces groupes-là sont sortis de l'étude avant les 2 semaines pour cause de non-amélioration. Donc justement, ça peut favoriser le biais d'attrition. Et par contre, ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a aucun participant du groupe préférence directionnelle qui est sorti de l'étude. Ah, par contre, il y a un truc étonnant, hein, c'est que certains patients rapportaient avoir quitté l'étude et quand on les interrogeait, c'était parce qu'ils disaient qu'il y avait une radiation distale des symptômes. Techniquement, un patient naïf qui ne connaît pas du tout la centralisation, la périphérisation, le fait que la douleur, l'étendue de la douleur augmente, la topographie ou que la topographie diminue, normalement, ça ne devrait pas être un critère pour lui qui dirait c'est pour ça que je m'en vais, je quitte l'étude. Donc, ils ont peut-être foiré un petit peu des trucs dans le manière d'aveugler leurs patients concernant les groupes de traitement. Les évaluateurs, ils ont été explicitement encouragés à présenter chaque traitement de façon enthousiaste et confiante dans les résultats à attendre. Mais on ne peut pas exclure qu'il y a un effet d'allégeance, c'est-à-dire que les gens qui ont fait McKenzie et qui sont diplômés, certifiés dedans, ils y croient vraiment à la méthode et que du coup, ça puisse biaiser partiellement le résultat avec un effet Pygmalion. Alors, je vous explique ce que c'est un effet Pygmalion. C'est qu'en fait, c'est une sorte de prophétie autorisatrice, c'est-à-dire que parce qu'on pense que ça devient vrai, parce qu'on pense ça devient vrai. Par exemple, je vous mets 2 groupes. Je vous dis, il y a un groupe de bons élèves, un groupe de mauvais élèves. Ça a été vraiment étudié. Et du coup, on va traiter différemment les mauvais élèves des bons élèves. Et du coup, ça va influencer leur motivation et du coup, leurs résultats. Ça devient vraiment une prophétie qui se réalise toute seule. Donc, au regard de la formation MDT, les McKenzistes ont de fortes attentes. Et donc, il y avait peut-être
pas une équipoise clinique, c'est-à-dire que les thérapeutes ne pensaient pas que tous les groupes avaient autant de chances de s'améliorer. Et ça, on a vu que ça pouvait influencer l'effet placebo, parce qu'on peut le transmettre l'effet placebo de manière sociale. Déjà, même rien qu'avec les expressions faciales, sans changer le discours. Alors, imaginons en ne contrôlant pas le discours. Mais du coup, en fait, c'est vraiment le cas ici pour la préférence directionnelle, hein, parce qu'elle est réputée dans le domaine du MDT comme manifestant un bon pronostic en réponse au traitement. Alors même que la récente revue qui a été actualisée en 2018 de Stephen May met en évidence qu'il n'y a pas d'étude avec un design qui permet d'établir si la préférence directionnelle est un bon modificateur de traitement. Pour le dire autrement, si la préférence directionnelle manifeste un bon pronostic, en revanche, on ne sait pas si cela implique qu'on doive suivre forcément la préférence directionnelle pour obtenir de l'amélioration. Autrement dit, peut-être que le bon pronostic est indépendant du fait que dans le traitement, on utilise ou pas cette préférence directionnelle. Puis alors, même avec le meilleur design d'études possible et sans biais, hein, P inférieur à 0,05, ça veut dire qu'il y a 5% de risque que des résultats positifs soient attribuables au hasard. Ça veut donc dire qu'une étude, hein, on ne doit pas l'interpréter seule, mais dans l'ensemble du corpus de la littérature. Et justement, dans le corpus de la littérature, les résultats très positifs sont à contrebalancer avec des résultats de diverses revues systématiques et d'essais cliniques évaluant l'efficacité du MDT et de la méthode McKenzie. Par exemple, sur la lombalgie aiguë, Machado et ses collègues en 2010 ont trouvé que McKenzie n'était pas supérieur au traitement de première intention recommandé. Bon, en même temps, aucun traitement semble être efficace pour la lombalgie aiguë par rapport aux autres. Et pour la lombalgie chronique, il y a l'étude d'Hallyday en 2017 ou l'étude de Garcia en 2018, qui semblait indiquer que la MDT n'était pas plus efficace que le traitement qui était imposé opposé. Et d'ailleurs, c'est encore plus important pour Garcia 2018, parce qu'en face de McKenzie pour les lombalgies chroniques, il y avait des ultrasons et de la diathermie qui étaient éteints, et que le seul résultat qu'on avait qui était supérieur, c'était à 5 semaines, une diminution de la douleur de manière cliniquement non significative. Tout le reste, à 3, 6, 12 semaines et 12 mois de suivi, il n'y a pas de résultat significatif. Et pour la fonction, rien du tout. Donc, est-ce qu'on identifie bien des gens qui ont une préférence, ou alors est-ce qu'on identifie des gens qui vont s'améliorer, peu importe ce qu'on fait? Ça reste à déterminer, quoi. Donc, par ailleurs, il y a également deux autres revues, une qui a été publiée dans Kiné la revue par Sansonen en 2013, qui montre une légère tendance en faveur du MDT pour une amélioration au niveau de la douleur à court terme. Il y a également une revue de Lam en 2018 publiée dans le JOSPT. Pour la lombalgie aiguë, on voit que le MDT n'est pas supérieur à n'importe quelle autre forme de rééducation pour la douleur et la fonction. Pour la lombalgie chronique, il y a des preuves modérées à élevées que la méthode McKenzie est supérieure, mais ça dépend aussi de ce à quoi elle a été comparée finalement. Donc au final, est-ce qu'en pratique, je dois rechercher une préférence directionnelle chez mon patient? Eh ben, si la préférence directionnelle n'est pas un modificateur du traitement, seulement un facteur pronostic positif, alors mon patient, s'il a une préférence directionnelle, il aura un pronostic favorable, et ce, que la préférence directionnelle ait été mise en évidence ou pas. Donc, à vous de voir si vous trouvez que ça vaut le coup de passer parfois plusieurs séances pour identifier un seul facteur pronostic positif, la préférence directionnelle, qui manifesterait un hypothétique dérangement, et peut-être qu'on ne trouvera jamais d'ailleurs, hein. Tout ça juste pour pouvoir se rassurer quant au pronostic positif et rassurer le patient. Alors qu'en parallèle, on a heureusement d'autres indices cliniques qui peuvent nous guider vers un pronostic favorable. Donc en conclusion, le MDT et notamment l'utilisation de la préférence directionnelle pour guider le traitement pourrait être utile pour obtenir une amélioration à court terme. Mais les preuves sont encore insuffisantes pour attendre des résultats à long terme en utilisant de façon prolongée dans un traitement cette approche de la préférence directionnelle. Ouais. Donc, si je résume ce qu'on doit retenir aujourd'hui de cette étude, en tout cas, c'est que l'étude, elle nous indique une classification des patients. Ça peut être possible, mais au vu des résultats du reste de la littérature, parce qu'on interprète l'étude comme ça, d'autres études devraient être menées pour connaître la composante active du traitement qui a été identifiée ici. Est-ce que c'était vraiment une vraie nécessité d'un mouvement précis pour pouvoir améliorer les gens, ou alors est-ce que c'était lié au manque d'équipoise ou aux attentes? Donc, on a vraiment besoin d'études comme ça pour pouvoir utiliser ces données dans notre pratique. Donc, merci pour avoir suivi cet épisode de Des kinés et des idées.
J'espère que ça vous aura plu et que vous nous rejoindrez pour un prochain épisode d'analyse un peu de